Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Her Majesty's a pretty nice girl, but she changes from day to day. I wanna tell her that I love her a lot, but I gotta get a belly full of wine. Et oui, les Beatles qui rendent hommage à la reine Elisabeth II, la souveraine, aimait la France, André Berkoff. Elle était très attachée à notre nation. Nous allons en parler jusqu'à 14h sur Sud Radio avec l'un des plus grands spécialistes des têtes couronnées, Stéphane Bern, bien sûr, André. Et c'est vrai que c'est un très très beau livre. C'est un très beau livre, un roman d'amour. Un roman d'amour entre une reine et la France. Qu'a fait Stéphane Bern, La reine qui aimait la France, effectivement, paru chez Plon et Paris Match en coédition. Et c'est intéressant parce que on disait toujours, rappelez-vous, De Gaulle, l'Angleterre, je la veux nue. Et puis ça a été des années, des siècles, effectivement, de rivalité. Mais voilà, une histoire d'amour de près de 75 ans avec le peuple français. Elle a une complicité avec tous nos présidents. Vous le racontez, Stéphane Bern. Et puis alors, écoutez, elle a régné pendant 70 ans. Le plus long règne de tous les monarques de l'histoire du Royaume-Uni. Et je rappelle ce que disait le roi Farouk d'Égypte. Il disait, à la fin des fins, il y aura 5 rois. Le roi de pique, le roi de trèfle, le roi de carreau, et le roi de cœur, et le roi d'Angleterre. Ouais. Voilà, et la reine d'Angleterre. Alors, elle est morte à 96 ans, hein, Céline. Et oui, effectivement, et le premier anniversaire de sa mort aura lieu le 8 septembre prochain. Alors, comment a-t-elle réussi à conquérir le cœur des Français ? Eh bien, réponse dans un instant sur Sud Radio avec Stéphane Bern, donc, qui nous parlera aussi de son combat, André, pour la sauvegarde de notre patrimoine. À tout de suite. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Et oui, vous l'aurez reconnu, la version punk de l'hymne national anglais, André Berkoff par les Sex Pistols, qui aimait quand même leur reine, il l'adorait, André Berkoff. Stéphane Bern, bonjour et bienvenue d'être avec nous. Merci d'être avec nous, sur Sud Radio. Alors, vous rendez hommage à Sa Majesté dans un très beau livre intitulé La reine qui aimait la France et qui vient de paraître donc chez Plon, en coédition donc avec Paris Match. Entre la souveraine et notre pays, on peut dire que c'était vraiment une très grande histoire d'amour. À quand remonte cette love story en quelque sorte ? Alors, effectivement, c'est une belle histoire d'amour entre la reine d'Angleterre, Elisabeth II, et la France. Elle aimait la France et les Français. Elle aimait notre art de vivre. Elle aimait tout. Elle aimait notre langue qu'elle parlait parfaitement bien. Je dirais que, alors, si on est dans les dates, première visite officielle comme princesse héritière 1948, première visite d'État 1957, très bien. Mais au-delà, la France l'habitait depuis bien avant. D'abord parce qu'elle avait épousé Philippe d'Édimbourg qui avait vécu à Saint-Cloud. Il avait vécu en France avec son père André de prince de Grèce et de Danemark. Et puis, elle parlait le français parce que sa mère, Elizabeth Bowes-Lyon, était écossaise et que dans le sang écossais, il y a l'amour de la France, de Old Alliance. Et donc au fond, l'amour de la France est en elle depuis très longtemps. Elle aime les chevaux et donc elle venait... Il y a les visites officielles, évidemment, que je raconte dans ce livre-album, mais il y a aussi beaucoup de visites pour voir les élevages, pour voir les... Elle adorait les chevaux. Elle adorait les chevaux. Je pense que c'est là où peut-être, c'est avec les animaux qu'elle s'est montrée la plus humaine. C'est pour ça qu'elle venait souvent en Normandie visiter les Noharas, c'est ça. Bien sûr, le haras du Pin, Autriche et les Rothschild, partout elle est allée. Mais c'est une femme qui aimait la France, qui aimait les Français, et les Français lui rendaient bien. Et pour autant, on est sans doute un peu... Ça l'étonnait elle-même. Elle disait, mais j'ai du mal à comprendre ces Français qui m'aiment autant alors qu'ils ont coupé la tête de leur roi. Et oui. Ça l'étonnait. Oui, vous racontez qu'effectivement dans votre livre qu'elle a raconté ça à son secrétaire privé lors de sa première visite en France en mai 48. Ah oui, ça l'avait fasciné. Elle ne comprenait pas pourquoi il y avait autant de monde pour acclamer, pour crier vive la reine, alors c'était les mêmes, disait-il, qui avaient tué sur le parcours place de la Concorde, qui avaient guillotiné Louis XVI. Et donc... Et la dernière fois que j'ai pu parler avec elle, c'était en 2014.
Et elle s'étonnait encore. Parce qu'il y avait une foule devant l'ambassade de Grande-Bretagne à Paris où elle était. Il y en avait plus d'ailleurs qu'au moment que devant l'Élysée où elle devait aller juste après. Et elle lui disait, mais, oh, c'est merveilleux parce qu'en France, j'ai vraiment, on sent l'affection du public. Elle l'avait senti d'ailleurs quelques années auparavant quand elle s'était rendue à pied rue Montorgueil. Puis ensuite, vous savez, on a donné son nom au marché aux fleurs. Et oui. Et la foule l'acclamait. Oui, la foule, effectivement, vous le racontez. Vive la reine. Elle a même été bouleversée, effectivement, par ces... Oui, parce que chez elle, elle avait l'habitude qu'on l'acclame. Mais chez un peuple régicide et plutôt révolutionnaire, c'est Gaulois réfractaires, comme dirait l'autre, et c'est sûr que ça l'étonnait davantage. Mais elle s'en amusait, parce qu'elle avait un véritable sens de l'humour. Et moi, ce qui est fascinant, c'est qu'en faisant ce livre-album, je me suis rendu compte qu'on racontait l'histoire de France en même temps. D'abord parce que ça raconte l'histoire de nos présidents. Voilà une femme frêle d'1,58 m, une femme absolument charmante qui monte sur le trône à 26 ans et qui aura connu autant de présidents de la République. Oui, elle aura connu jusqu'à Macron, quoi. Jusqu'à Emmanuel Macron, qu'elle a reçu à Glasgow pour le sommet. Elle n'est pas venue en visite d'État en France sous Emmanuel Macron. Elle était venue sous François Hollande. Elle avait reçu Nicolas Sarkozy et Carla Bruni. Elle avait bien connu Jacques Chirac et Bernadette Chirac, qu'elle avait reçu en visite d'État en Angleterre. Elle était venue, évidemment, sous François Mitterrand, qu'elle appréciait particulièrement. Ouais. D'abord, peut-être parce qu'il cousinait au 32e degré. Je ne sais pas si ça avait un lien. Et oui, vous racontez à quel point elle avait été très émue par l'hommage qu'en 92, il y avait rendu, où il avait dit, effectivement, c'est une vraie reine. Oui. C'est ça. Et d'ailleurs, je me souviens très bien parce que le service du protocole de l'Élysée m'avait appelé juste avant la visite de 1992, je crois. Ouais. Et le président voulait faire les choses en grand. Il voulait la Maybach présidentielle. Il voulait qu'il y ait du monde sur les Champs-Élysées. Son angoisse, c'est qu'il n'y ait pas beaucoup de monde sur les Champs-Élysées. Donc, il fallait qu'on soit tous un peu, qu'on se concerte avant pour inciter par nos articles et nos interventions dans les médias, pour qu'il y ait une foule dans la rue et qu'elle puisse être que voilà, on soit là pour l'acclamer. Et ça a été le cas, c'est-à-dire qu'il n'y avait même pas besoin de demander, les gens étaient là. Et c'était pour elle incroyable parce que c'était une année, l'annus horribilis, si vous vous souvenez 92, bien. 92, bien tous sûr. ses enfants divorcent ou se séparent. Le château de Windsor, un peu plus tard, allait être en flammes. Et ça a été une parenthèse enchantée dans son année. Ça a été cette visite en France où là... Mais je crois qu'elle aimait notre pays, elle le connaissait bien, elle connaissait bien les Français. Elle avait fait des trucs... Et donc, quand je parle d'histoire, de grande histoire, c'est que vous voyez l'évolution de nos présidents aussi. Comment on recevait, comment la République était bonne fille pour recevoir les royautés sous Vincent Auriol, René Coty, le général de Gaulle. Mais la visite à Versailles en 1972 pour célébrer l'entrée du Royaume-Uni dans la communauté européenne... C'était un déploiement de faste, oui. Stéphane Bern, comment ça s'est passé avec De Gaulle? De Gaulle, alors, elle avait une profonde admiration, pour De Gaulle. Elle le craignait, elle le respectait. Parce qu'il n'était pas commode et il n'était pas facile. Mais De Gaulle, n'oubliez pas qu'il avait été à Carlton House pendant la guerre et que donc il passait son temps à aller voir le roi George VI, les petites princesses, etc. Oui, 4 ans à Londres. 4 ans à Londres. Et donc à ce moment-là, je crois une vraie relation s'était nouée. C'est ça. Et d'ailleurs, ce qui avait beaucoup touché la reine, c'est que pour son jubilé, le président Macron avait offert, je crois, un certain nombre de lettres ou de documents qui avaient trait aussi à la visite. D'abord, il avait fait tout un album des visites de la reine et on avait retrouvé des documents sur justement la présence de De Gaulle. Et elle avait elle-même assisté à l'érection d'une statue du général De Gaulle à Londres. Ensuite, souvenez-vous, il y a eu les 80 ans de l'appel du 18 juin où le président Emmanuel Macron est allé retrouver celui qui était encore le prince de Galles. Donc il y avait un lien très fort entre De Gaulle et la famille royale. De Gaulle respectait cette reine.
Alors après, avec le Royaume-Uni, il avait d'autres relations. Mais je crois qu'il respectait surtout, il aimait les gens qui avaient résisté. Je crois que cette fraternité d'armes, en quelque sorte, ils avaient résisté, ils s'étaient pas dégonflés, ils s'étaient pas enfuis, ils avaient regardé la réalité de la Blitzkrieg en face, et ça comptait pour le général de Gaulle. Mais elle regardait le général avec beaucoup d'admiration. Elle était encore une jeune reine, hein. On est dans les années 60, début 1960, donc elle a eu plus donc c'est vrai qu'elle était plus assurée sous Georges Pompidou, qui l'a reçue fastueusement. Versailles, l'opéra, enfin il y a eu une Saumur, le cadre noir de Saumur, enfin on lui a fait la totale, c'était extraordinaire. Mais elle s'est beaucoup amusée avec François Mitterrand, avec le tunnel sous la Manche. Ça l'a beaucoup amusée. Elle trouvait, ils étaient un peu comme deux complices qui avaient beaucoup bourlingué et qui se retrouvaient. Et ils n'étaient pas underground, ils étaient undersea. Oui, mais elle avait vraiment cet humour. Elle disait, nous ne roulons pas du même côté, mais dans la même direction. Et au fond, ça résumait assez bien la relation franco-britannique. Et puis il y a ça c'est les voyages officiels, les visites d'État que je raconte dans les détails avec force photo, mais il y a aussi toutes les escapades, tous pour les le déplacements privés, les châteaux, elle les connaissait châteaux de la tous, Loire, les la châteaux de la Loire, la Bourgogne. Bourgogne. Dès qu'il y avait un bon vin ou des bons élevages, elle était là. Vous dites qu'elle aimait surtout le champagne et notre foie gras. Elle était gourmande. Elle était très gourmande. Du foie gras du Périgord, Quand vous prenez la liste des buy appointment, la liste des fournisseurs de la cour, vous trouvez toutes les grandes marques de champagne. Paul Roger, évidemment, qui était le fournisseur de Churchill aussi, mais Laurent Perrier, il y avait toutes les grandes Bollinger. On voit toutes les grandes marques de champagne qui sont toujours d'ailleurs dans la cave de la famille royale. Et elle venait visiter nos vins. Sa mère, vous savez que sa mère faisait une visite par an en France. Queen Mum. Elle avait un vieux copain un peu complice qui était vaguement un chevalier servant, peut-être plus, mais enfin bon, n'exagérons pas, j'étais pas sous le lit. Alors c'était le prince de Jean-Louis de Faucigny-Lucinge, qui était un personnage, il avait écrit un livre, un gentilhomme cosmopolite, il était merveilleux, et c'était un homme d'un autre temps, et il lui organisait tous les ans des visites en France. Une virée comme ça, alors bon, et donc après elle disait à sa fille, tu sais Elisabeth, je suis allée alors dans tel château, là, je suis allée à Toulouse, là, je suis allée à Vaux-le-Vicomte. Et puis à Vaux-le-Vicomte, par exemple, il y a eu comment il s'appelait, Patrice de Vaugué, qui a refusé de descendre jusqu'à la portière en disant ah mais non, ces Anglais, ils ont qu'à s'ouvrir la porte eux-mêmes. Mais bon, mais elle racontait des souvenirs à sa fille ensuite en revenant de voyage. Elle lui disait mais tu devrais aller voir les châteaux de la Loire, surtout la Normandie, parce que le climat évidemment lui correspondait davantage que le sud de la France, même si elle aimait Bordeaux. Il faut pas oublier, les gens se demandent pourquoi dans ce mois de septembre, le roi d'Angleterre vient encore à Bordeaux, comme la reine l'avait fait en 92. C'est parce que les Anglais, exactement. Il sera le 22 septembre, je précise, à Bordeaux, exactement. Éléonore d'Aquitaine, avait épousé Henri II Plantagenet. La Guyenne était britannique, était anglaise, disons, jusque très longtemps. Donc, la reine était venue avec le yacht Britannia. Maintenant, ils vont prendre le TGV, ce qui est un autre moyen de circulation tout à fait commode. Mais donc, il y a ce lien avec Bordeaux. Et elle connaissait très bien la France, très très bien. Elle était un peu comme chez elle, en quelque sorte. Mais vraiment, et elle se sentait comme chez elle. Et je vous dis, elle parlait un français sans accent, pratiquement. Ah oui, vraiment. C'est impressionnant. Et ce qui est fascinant, c'est qu'elle est venue tous les 10 ans pour commémorer effectivement le jour J sur les plages du Cotentin et du Calvados. Ah oui, chaque année, Ouistreham. Je l'ai vue plusieurs fois, Ouistreham, et sur les plages. Et elle retrouvait, c'était drôle parce que j'ai assisté à une remarque, elle embrasse son cousin, entre les rois, ils sont tous cousins, mais le grand-duc Jean de Luxembourg, qui lui est le seul souverain
qui a vraiment débarqué qui était dans le convoi du débarquement. Il a vraiment débarqué au péril de sa vie. Ouais. Et elle lui dit oh Johnny, c'est vraiment dommage, on ne se voit qu'aux enterrements. Et donc, au fond, elle aimait bien venir à ces commémorations parce que ça permettait de voir les autres chefs d'État en dehors des choses obligatoires qui sont les sommets voilà, les raouts diplomatiques, ou les funérailles. Elle trouvait ça plus joyeux de commémorer des victoires. Et oui, c'est un pardon, allez-y. Non, juste vous qui l'avez, en tout cas, vous êtes retourné avec elle à plusieurs reprises, Stéphane Bern. Est-ce qu'elle était profondément sympathique? Oui, elle était une grand-mère absolument charmante. C'est-à-dire, à 10 mètres, c'est un mythe. Et c'est un mythe vivant, 1 milliard de sujets, elle est sur les billets de banque, les timbres, le Commonwealth, c'est tout ça. Et puis le faste autour. Et à 2 mètres, c'est une grand-mère charmante. Et qui a le sens de l'humour. Je me souviens, elle m'a remis une petite décoration très gentiment, et alors à ce moment-là, elle avait bien travaillé sa fiche parce qu'elle était très professionnelle. Et vous savez, un truc que les hommes politiques oublient toujours, elle vous donnait le sentiment que vous étiez la personne qu'elle avait le plus envie de rencontrer ce jour-là. On sait bien, séduction. Oui, séduction, mais on sait bien que c'est pas le cas. Mais elle vous donnait ce sentiment et elle vous posait des questions tout à fait charmantes. Et moi, elle avait bien appris ses fiches. Elle savait que j'avais fait une émission sur la reine Victoria. Et elle me demande quel genre d'émission d'histoire je fais d'autres après la reine. J'ai dit, madame, j'ai fait une émission sur vous. Et elle me répond, mais je ne suis pas morte. J'ai dit non. Alors moi, flatteur, évidemment, c'est comme ça que ça marche dans le métier. Je lui ai dit, mais madame, vous êtes entrée vivante dans la légende. Et effectivement, en fait, on s'en rend pas compte, mais quel autre chef d'État a connu autant de présidents français, autant de premiers ministres, a régné pendant 70 ans, André le racontait tout à l'heure, 70 ans de règne, jusqu'à 96 ans, faisant son devoir jusqu'au bout, comme un sacerdoce. Aujourd'hui, vous savez, au moindre problème maintenant, les gens démissionnent. Les gens démissionnent. Non, c'est trop de travail, il y a trop de mails, non, je peux pas. Elle, elle avait beaucoup d'obligations, beaucoup de vocations, elle vivait ça comme un sacerdoce, comme un rôle pour la vie. Elle pouvait pas abdiquer, elle n'imaginait pas comme un fonctionnaire qui à 60 ans dépose sa couronne et son manteau d'hermine au vestiaire. Vous voyez, c'est pas possible. Elle a dit, je vous servirai jusqu'à mon dernier souffle. En fait, elle a embrassé l'Angleterre. Bien sûr, elle était une sorte de Mater Dolorosa aussi. Et d'ailleurs, avec une conséquence très négative pour le Royaume-Uni, je dois l'avouer, c'est que les gens ont pensé que tant qu'elle était là, tout allait bien. Oh ben maman est là, elle nous protège. Et les gens n'ont pas vu que l'édifice à l'intérieur se lézardait et que après le Brexit, que reste-t-il finalement du Royaume-Uni? Mais ça, elle cachait de son manteau d'hermine une sorte de décadence de l'Empire. Il y avait le décor. Et elle était là, seule, tenant bon le gouvernail jusqu'à 96 ans. Enfin, pardon, mais 2 jours avant de mourir, elle recevait encore Liz Truss, sa nouvelle première ministre, quand même. C'était incroyable. C'était des images incroyables. Et puis, je ne dis pas qu'elle a révolutionné le monde, mais elle a fait des choses. Il y a des images d'elle qui m'amusent. Alors, en dehors des visites en France, par exemple, quand elle emmène le roi Fahd d'Arabie Saoudite, elle conduit, elle le met à côté pour lui montrer que les femmes... Alors que c'était interdit en Arabie Saoudite. Et elle lui dit, bon, je vais aller un peu vite, accrochez-vous. Et elle est sur son 4x4. En Arabie Saoudite. Non, en Angleterre. Pour lui montrer que les femmes ont le droit de conduire et que c'est les femmes qui dirigent dans nos contrées. Quelle femme de tempérament. Oui, c'était une femme de tempérament. Stéphane Bern, selon vous, aujourd'hui, quel est l'avenir de la monarchie britannique? Charles III est un monarque totalement différent de sa mère. Oui, heureusement qu'il est différent de sa mère, vous savez. Mais ça fait 1000 ans qu'on dit que la monarchie britannique ne survivra pas au monarque qui règne. Parce qu'on a du mal nous-mêmes à se projeter dans l'avenir. La chose, c'est, les gens diront, Charles sera jamais roi. Bon, finalement, il est roi, et ça fait 1 an que ça dure. Droit de transition. Oui, droit de transition. Enfin, oui, c'est vrai qu'il n'est pas monté à 25 ans sur le trône, il monte à 74 ans. Mais je trouve que le système est finalement pas mal parce que vous n'avez pas le choix. Vous voyez comment les gens se battent quand ils ont le choix. Ils savent plus que là, au moins, il n'y a pas le choix. C'est lui après son fils. Alors, il a fait une sorte de tandem avec William et Kate.
c'est plutôt un trio gagnant, et même il y a Camilla, qui est finalement, que les gens détestaient. Regardez, la reconversion de cette femme, on l'appelait le Rottweiler, la diablesse en jupon. Personne ne pouvait la sentir. Aujourd'hui, tout le monde lui fait la révérence et on lui donne des mâmes plus longs que le bras. Ouais. Donc vous voyez, les Anglais sont assez loyalistes, en fait. Ils vont là où est... c'est une société pyramidale, ne l'oublions pas. Ils regardent toujours vers en haut. C'est la monarchie, la couronne qui donne le là. Alors, moi je crois que ça va durer, parce que finalement, en face, au dernier sondage, il y a toujours que 12 à 18% de purs républicains. Et puis, qui serait président à la place du roi ? Dans les sondages, le prince William reste nettement plus populaire. Oui, mais un roi n'a pas besoin d'être populaire. Un roi n'a pas besoin d'être populaire. Il est le roi, point. Ça sert à quoi la popularité? C'est fait pour les gens qui ont besoin d'être élus. Je pense toujours à la reine d'Angleterre, Elisabeth II, qui va chez Eisenhower, et Madame Eisenhower se souvenait plus très bien des choses. Elle disait oh, je suis tellement content que votre papa ait été réélu. mais en fait, si vous voulez, les rois n'ont pas besoin d'être élus. Ils sont là. Donc, il a que faire de la popularité. Il peut dire ce qu'il pense, puisque ça va rien changer. Il se mêle pas de politique, d'une manière générale. En tout cas, c'est un roi de conviction, et il a des convictions solides. Il a des convictions. Écoutez, franchement, sur l'environnement... Exactement. Il y a 40 ans, on le prenait pour un dingue. Aujourd'hui, les gens disent faudrait peut-être accélérer le processus. C'est lui qui est le premier. Et il a créé beaucoup d'emplois en plus. Il a créé 1,5 million d'emplois avec Prince Trust et Business in Community, la réinsertion des jeunes chômeurs, le fait que les communautés, il y a quand même, paradoxalement, il y a eu des poussées de fièvre en Grande-Bretagne aussi. Paradoxalement, la société se tient. Alors, c'est vrai que ce sont des communautés qui vivent en parallèle, mais qui sont tenues par un ciment invisible qui s'appelle la couronne. Oui. Est-ce qu'il sera un grand roi pour conclure ce module de l'émission, selon vous? Je crois en tout cas que prendre la succession d'Elisabeth II n'était pas simple. Il le fait avec beaucoup de simplicité et de conviction. Et il imprime sa marque. J'ai écouté son discours notamment lorsqu'il s'est rendu à Berlin. On attend de voir le discours qu'il va tenir devant le Sénat en France. Ça va être intéressant parce que il écrit lui-même ses textes, il écrit ses discours, et donc il y met. C'est pas seulement le Premier ministre. Certes, le Premier ministre valide, mais c'est lui qui les écrit. Eh oui. En tout cas, le roi Charles III, André Berkoff et la reine Camilla effectueront donc une visite d'État en France du 20 au 22 septembre, donc à Paris et à Bordeaux, comme vous l'avez dit, Stéphane Bern. On va se retrouver dans un instant sur Sud Radio pour parler donc de la mission patrimoine que vous présidez et du nouveau loto du patrimoine qui sera lancé le 4 septembre. À tout de suite sur Sud Radio, restez avec nous. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance. Et oui, cette douce France, eh bien, on va en parler jusqu'à 14h sur Sud Radio. Avec vous, Stéphane Bern, vous êtes un ardent, oui, défenseur de notre patrimoine. En septembre 2017, Emmanuel Macron vous a confié une mission d'identification du patrimoine en péril et de recherche de nouvelles sources de financement pour le restaurer. Alors, en 6 ans, combien de sites en danger ont pu être donc identifiés un peu partout en France ? On a identifié plusieurs milliers de sites qui se sont eux-mêmes signalés sur la plateforme participative www.missionberne.fr, où les gens n'avaient pas besoin de faire de grandes déclarations, c'était pas besoin de remplir des papiers, c'était assez simple. Ensuite, on passe au tamis de ce que le ministère de la Culture faisait déjà et ceux qui étaient sous le radar, et on a sélectionné 850 sites déjà en 6 ans. 18 emblématiques que j'annonce toujours au printemps. Pourquoi ? Parce que ça laisse le temps de faire les tickets de grattage avec leurs photos. Et ensuite, le 4 septembre, on annonce 100 autres sites, un par département. Donc j'ai 18 ambassadeurs pour chaque région de France métropolitaine, plus les Outre-mer, et je rajoute une centaine, c'est-à-dire 118 sites par an. La première année, il y en avait 250 parce que je voulais frapper fort. Et au fond, eh bien, on a déjà plus de 63% de ces monuments qui ont déjà été sauvés ou qui sont en passe de l'être. Et donc, 230 millions récoltés, non seulement avec le loto, mais le loto,
c'est un peu, c'est un levier. C'est-à-dire, à partir du moment où les gens ont vu que le loto du patrimoine marchait, les collectivités locales se sont mobilisées, l'Europe s'est mobilisée, enfin, tout le monde a mis la main à la poche. Et puis, les Français, parce que moi, ceux que je remercie, c'est pas l'État, c'est pas, tout ça m'a pas été imposé par l'État, par des dirigeants, qui que ce soit, d'ailleurs. Ce sont les Français qui m'ont fait confiance. Et qui ont dit, bah oui, il a raison, il défend notre patrimoine. Et donc, on va acheter des tickets, on va gratter des tickets à 18 €, on va participer aux 6 tirages plus un tirage super loto. Et puis surtout, ils vont participer à des cagnottes pour augmenter encore la participation. Et au fond, c'est les Français que je dois remercier. Ah, mais énormément, énormément. Je crois avoir contribué, c'est le seul mérite que je m'attribue, avoir réveiller la conscience des Français en faveur du patrimoine. Parce que c'est quoi le patrimoine? C'est ce qui nous relie directement à notre histoire, à notre passé. C'est un vecteur d'identité qui n'est pas hystérisé, on n'est pas ici ou là, c'est de l'identité. Hein. On peut venir d'ailleurs, on aime notre village dans lequel on vit, et on est de ce pays-là. Du pays là où il y a le monument. Et puis surtout, ce que les gens ont compris, c'est que ça crée de la convivialité, des relations intergénérationnelles aussi. Parce que dans les associations de défense, c'est une armée de bénévoles. Vous n'imaginez pas. Vous allez dans n'importe quelle région de France, vous avez l'association de défense du Vieux Moulin 63, mais c'est incroyable. Vous avez tous bénévoles. Et tous bénévoles. Et petits et grands, des vieux, des jeunes, tout le monde. Et puis on fait des kermesses. C'est un peu comme le Téléthon. Les gens ont une imagination incroyable pour trouver des fonds pour restaurer des vieilles pierres qui tombent en ruine. Et derrière les pierres, j'ai compris ça, hein, derrière les pierres, il y a des gens. Parce que c'est vrai que la critique facile quand on défend le patrimoine, c'est de dire, bon, ok, vous défendez des vieilles pierres, mais il y a des gens qui souffrent. Oui, mais derrière les pierres, il y a des gens. On n'a pas un cœur pour les pierres et un cœur pour les gens. On a du cœur ou on n'en a pas, disait Lamartine. Mais c'est pas ça, c'est aussi que le patrimoine, c'est tous les gens qui les ont construits. Mais bien sûr. Enfin, il y a une espèce de... Enfin, c'est une transmission humaine aussi qui est très forte. Et André, il ne faut pas oublier les 45 000 artisans d'art qui, sans les chantiers de patrimoine, non seulement n'existeraient plus, n'auraient plus de travail, mais surtout, ça serait une rupture de la chaîne. C'est-à-dire que ce sont des métiers ancestraux qui se transmettent de père en fils, ou de mère en fille, ou de père en fille, depuis des générations. Tailleurs de pierre, couvreurs, charpentiers, vitraillistes, staffeurs, doreurs, tous ces métiers, 45 000 emplois, plus 500 000 emplois impactés directement par le tourisme patrimonial. Donc moi, je pense à toutes ces femmes et tous ces hommes qui travaillent directement avec le patrimoine et qui chaque fois me disent merci, grâce à vous. Et puis surtout, ça fait vivre les villages, parce qu'on dit, le patrimoine. Quand vous dites patrimoine en France, les gens pensent château de Versailles, Fontainebleau, Chambord. Et non, il y a nos petites églises dans les campagnes. Le patrimoine, mais c'est le patrimoine, 52% du patrimoine est dans des communes de moins de 2000 habitants. Souvent, c'est la seule richesse du village. Donc si vous... C'est quoi? C'est la petite église de campagne. Le lavoir, la fontaine, le pont, le four à pain, tout ce petit patrimoine vernaculaire. Ce que j'essaye de convaincre les maires aussi que le vrai patrimoine, c'est aussi les maisons. Ah oui. Si on arrêtait de mettre des volets électriques et des vérandas, la joliesse de nos villages. D'ailleurs, je présente une émission tous les ans qui s'appelle Le village préféré des Français. Ça devient difficile de sélectionner des villages. Juste un mot, Stéphane Bern, là-dessus. Est-ce qu'on n'est pas en train, franchement, de détruire un peu ça avec toutes ces règles soi-disant pour la transition écologique, où on oublie, attention, oui, mais là il faut protéger ceci, il faut protéger ça, et on détruit quand même ce patrimoine. Alors, on détruit le patrimoine d'abord parce que maintenant il y a les nouvelles normes techniques et thermiques, et peut-être il faudrait des dérogations, de se dire, bon, alors... Oui, dans un château fort, ça va être difficile de mettre un accès handicapé. Et puis, ça va être difficile avec des murs de 6 mètres, de mettre une chose thermique qui soit aux normes européennes. Le problème, pardon de le dire, mais encore une fois, l'Europe se mêle de choses qui sont normatifs, donc pour tout le monde, mais qui ne rentrent pas dans des considérations
particulière. On a ça, nous on doit se battre, et j'invite les Français à se battre pour défendre l'essence de lavande, pour défendre le plomb pour les vitraux, parce que c'est en train, il est menacé par l'Europe, pour défendre justement le fait que, oui, eh bien, il y a certains monuments historiques, il faut des exceptions. On n'est pas obligé d'en faire des habitations. Stéphane, ce que vous avez comme, et pas seulement vous, nous là-dessus on rejoint, c'est tous ces amateurs, ils ne sont pas supplément marxistes école primaire, qui dit du passé faisons table rase. Or, si vous faites table rase, c'est-à-dire vous supprimez tout ce qui est la transmission, tout ce qui est le patrimoine, mais patrimoine, c'est l'ADN quand même. Et c'est pire que ça, c'est un peuple qui ne sait pas d'où il vient, ne sait pas où il va. Et il se condamne lui-même à revivre les traumatismes du passé. Et il suffit de relire l'histoire. Ça m'amuse d'ailleurs qu'il y a beaucoup de profs d'histoire qui militent justement pour faire du passé table rase, alors que c'est comme s'ils se tiraient une balle dans le pied, alors que même il ferait bien de relire justement certains chapitres. Au contraire, il faut être l'estomac de la France, il faut tout avaler, tous les régimes, depuis la Gaule, même l'Antiquité, il faut tout depuis Clovis, exactement, il faut tout assumer. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme les églises, évidemment les gens me disent c'est un sénateur communiste, Pierre Ouzoulias, qui m'a alerté sur l'état du patrimoine religieux en France, qui s'est défendu, qui a fait un rapport au Sénat extraordinaire pour montrer qu'il fallait vraiment faire quelque chose, parce que c'est notre histoire aussi. Et oui, et effectivement, qu'on soit religieux ou pas, qu'on soit catholique ou pas. Les édifices religieux, c'est 30% des dossiers que vous recevez à la mission Berne. Mais dans chaque village de France, il y a une église. Alors après, vous pouvez tourner le problème dans tous les sens. Vous pouvez dire que non, la France n'est pas un pays d'origine chrétienne. Ben si, on ne va pas renier notre histoire. Premier point. Deuxième chose, il y a une déchristianisation du pays. Il faut bien le reconnaître. Du coup, ça n'est plus un enjeu électoral pour un maire. Donc, si vous voulez, quand le maire, il a son budget, la ligne budgétaire entretien de l'église, il va la supprimer. Et puis, à la place, il va mettre, ce que les gens demandent, un nouveau stade de foot, des équipements scolaires. Une médiathèque ou n'importe quoi. Sauf qu'au bout d'un moment, comme je leur dis, quand les gens vont se faire enterrer, ils iront dans la médiathèque ou dans la déchetterie. Ça va être difficile quand même de leur expliquer. Parce que on le sait tous, en tout cas je pense à ceux qui vivent dans des copropriétés, si vous n'entretenez pas le patrimoine commun, eh bien la facture à terme est beaucoup plus lourde parce que tout se dégrade. Au contraire, il faut investir dans le patrimoine. Je pense que le patrimoine, c'est pas un coût, c'est un investissement. C'est pas un luxe, c'est une nécessité. C'est ce qui nous permet de vivre ensemble. C'est ce qui fait nation. On cherche on cherche ce qui fait nation. C'est ça. C'est de vibrer autour d'un patrimoine commun. Et oui. Alors justement, vous travaillez à la création d'un fonds pour préserver les édifices religieux et sauver notre patrimoine religieux de proximité. Où en êtes-vous ? Eh bien, les choses avancent très bien. D'abord parce qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise ou de particuliers qui financent cela. Donc, avec la Fondation du patrimoine, on a commencé à remettre des prix, à trouver des solutions, y compris pour des édifices religieux qui ont été désacralisés. Mais pour les journées européennes du patrimoine, le président de la République a entendu notre appel et je crois qu'il va annoncer un plan patrimoine religieux, parce que c'est pas faute d'avoir dit depuis 3-4 ans, depuis l'incendie de Notre-Dame, j'ai dit c'est bien gentil de sauver Notre-Dame de Paris, qui a 1000 ans d'histoire en trouvant 900 millions d'euros, mais il y a autant de petites églises qui ont 1000 ans d'histoire et pour lesquelles on ne trouve pas 1 million d'euros pour refaire la toiture et le clocher. Alors, c'est 900 millions d'un côté, 1 million de l'autre. Les gens, je comprends les Français, à la fin, ils se disent, mais tout est pour Paris. Alors, pour le Grand Palais, on trouve des fonds. Pour Notre-Dame de Paris, on trouve de l'argent. Mais notre petite église qui nous concerne, nous, c'est difficile. On n'a pas. Et notre président Emmanuel Macron, il a conscience justement de l'urgence de protéger ce patrimoine religieux de proximité. Je veux croire. Vous savez, moi, je ne cesse de bandriller. Je ne cesse de. Il m'a confié une mission. En même temps, je suis un peu le poil à gratter parce que je passe mon temps à râler, à pleurnicher ou à tempêter. Et je me suis battu pour qu'on me redonne les taxes que l'État, tout d'un coup, j'ai découvert que l'État prenait des taxes. Donc c'est vrai qu'on a un rapport un peu musclé sur les questions du patrimoine. Mon seul parti, c'est le parti du patrimoine. Mais justement, Stéphane Bern, de ce point de vue-là, est-ce qu'il n'y a pas une action, vous le faites peut-être, mais
Est-ce que ce n'est pas lié à une action d'éducation dans les écoles? C'est en train de se faire, André. Ça ce se que fait. c'est que le patrimoine. Mais bien sûr. Mais dans les écoles, il y a énormément de concours auprès des gamins. Dessine-moi ton patrimoine. Il y a plein d'initiatives qui sont faites pour faire aimer le patrimoine. Et je dois reconnaître, j'ai connu pas mal de ministres. Alors, depuis que j'ai la mission, je me suis bien entendu avec tous les ministres de la culture. Celle qui est la plus proactive, c'est Rima Abdul-Malak, l'actuelle ministre de la Culture, peut-être parce qu'elle vient d'un pays où on a détruit le patrimoine, le Liban. C'est clair. Et donc pour elle, il y a une urgence absolue. Parce que détruire le patrimoine, c'est détruire la mémoire des gens. L'ADN. Et si on détruit la mémoire des gens, les gens ne savent plus d'où ils viennent. On est comme un canard sans tête, si vous voulez, on ne sait pas où on va. Donc je crois que c'est important. C'est beaucoup plus important qu'on ne se l'imagine. Vous savez, c'est comme une clé de voûte. Vous dites, ben c'est décoratif, c'est joli. Ben ouais, mais tu l'enlèves et tout s'effondre. Donc ce patrimoine-là, celui qui est dans nos régions, eh bien d'abord, et puis alors, soyons pragmatiques, c'est ce qui fait qu'on est le premier pays visité au monde. 90 millions de visiteurs. Ils viennent pas pour notre sens des langues, ni pour notre sourire. Hein. Ils viennent pour nos plages, nos montagnes, nos villes. Ils ne viennent pas pour les McDo et les Burger King. Ils viennent pour voir le patrimoine. Principalement. D'ailleurs, c'est presque un drame parce que je discutais avec Catherine Pégard, la présidente de Versailles. Elle me dit, mais ce qui est fou, c'est qu'on a les étrangers du monde entier qui viennent visiter Versailles, mais on n'a pas les franciliens. Les gens qui sont le plus près, ils viennent pas voir Versailles. Non, mais c'est à côté, on aura le temps, comme la Tour Eiffel. Comme la Tour Eiffel. Bien sûr. Les Parisiens qui ne vont jamais à la Tour Eiffel, c'est classique. Alors, le 6e, effectivement, l'auto du patrimoine aura lieu, vous en avez parlé tout à l'heure sur Sud Radio, du 4 au 16 septembre. 18 sites emblématiques donc, de nos régions étaient retenus pour en bénéficier. Plus 100 autres. Qui seront annoncés le 4 septembre. Le 4 septembre. Mais là, déjà, parlez-nous des sites régionaux. Oh, c'est de mémoire. Là, vous me faites travailler au retour de vacances. Alors, je les ai sous les yeux, je peux vous aider. Les ateliers lorrains à Chartres. L'atelier du vitrail, très important, les métiers d'art. Nous avons également la synagogue d'Elbeuf en Normandie. C'est ça. Nous avons, si on va en Bretagne, vous allez rafraîchir ma mémoire. Allez, rafraîchis, Céline. Il y a un site gallo-romain, non? Un site gallo-romain, absolument. Ouais, c'est ça. Il y a le pont aqueduc aussi romain à Ansignan. Oui. On a la Fondation Pacha à la Seine-sur-Mer qui appartient à l'enseignement supérieur. L'Institut de biologie. Comment vous choisissez? Comment c'est sélectionné? Ils ont choisi de telle sorte que ça montre la diversité, la variété du patrimoine. Au début, quand j'ai été nommé, les gens disaient il y aura des églises et des châteaux. Berne, c'est le trône et l'hôtel. J'ai voulu leur prouver déjà qu'il y aurait beaucoup de patrimoine ouvrier et industriel, parce que c'est aussi la mémoire des gens. Oui, bien sûr. Et donc on essaye de montrer dans ces 18 sites emblématiques, qui sont mes ambassadeurs au fond, qu'il y en a un par région, donc les gens dans chaque région de France peuvent s'identifier. Oui, et en Guyane aussi, en Martinique. Et dans les Outre-mer. Et ensuite, la variété. Alors évidemment, on choisit, c'est des sites énormes, parce que là, il s'agit d'une enveloppe de 500 000 €, laquelle va débloquer 1,5 million par site. 500 000 € par site. Et donc, avec ça, ils arrivent à récolter 1,5 million supplémentaire. Donc, c'est des gros chantiers. Et donc, on essaie de prendre des mastodontes qui ont vraiment besoin d'être restaurés. Et puis, dans le maillage territorial qu'on annonce le 4 septembre, les 100 autres sites, ça peut aller de 20 000 ou 30 000 € jusqu'à 200 000 €. Mais c'est donc des enveloppes un peu plus restreintes. Mais ces sites emblématiques sont importants pour montrer la grande variété de notre patrimoine. Il y a toutes sortes de bâtiments et qui ont tous besoin d'être sauvés, qui nous représentent. Et aujourd'hui, justement, tous les sites qui ont été retenus, départementaux et régionaux, pour bénéficier de ce loto, la facture, ça s'élève à combien d'euros? Millions d'euros? Si vous voulez, on va dépenser déjà les 230 millions d'euros qu'on a récoltés. On ne paye, je tiens à le préciser, d'abord, on a eu la Fondation du patrimoine a eu une note excellente de la Cour des comptes pour la gestion, mais une chose est claire, c'est qu'on ne paye que les factures des travaux réalisés. On donne une avance, mais ensuite on ne paye que les travaux réalisés, parce que c'est trop facile. On aide des mairies, on aide des associations, on aide des particuliers aussi, et donc on veut s'assurer qu'ils n'empochent pas l'argent pour revendre. Stéphane Bern, moi, une question, j'aimerais avoir votre sentiment, étant donné vos partis pris et
vrai sens du terme, sur cette espèce de, non pas de chaîne qu'on abat, mais de statue qu'on abat. Vous savez, au nom de telle ou de telle idéologie, on dit, tel, Saint-Martin, il ne devrait pas être là, la statue de Saint-Martin, la statue de tel, je parle pas de Colbert, et puis beaucoup d'autres. Alors, il y a deux choses, André. Il y a les statues religieuses. Je trouve assez étonnant qu'alors qu'il y a eu des référendums locaux et que les gens ont voté pour le maintien des statues, mais qu'on ait réussi devant la justice à obtenir des jugements. Alors je crois qu'elles vont être déplacées de quelques mètres. Oui, c'est ça. Voilà. Pour Saint-Martin, pour Saint-Martin, en tout cas. Je trouve ça dommage parce que ça fait partie de la mémoire collective. Et pour les autres. Les alors Colbert, pour les Colbert et pour les autres. Oui. Je trouve que détruire une statue, c'est comme si on mettait l'histoire comme une poussière sous le tapis. Et donc on ne va plus la prendre. Chaque statue, vous l'avez remarqué, a sa part d'ombre et de lumière. Je trouve que ce serait plus intelligent d'écrire au pied des statues la véritable histoire des femmes et des hommes dont on a érigé comme un chacun, monument. personne n'est un ange. Exactement. Personne tout le monde a sa part d'ombre et de lumière. Et donc, c'est parce que si on veut refaire l'histoire, alors dans ce cas-là, et s'il faut détruire tous les monuments qui ont été construits avec l'argent des négriers, je pense qu'il n'y aurait plus un monument en place à Paris. Donc c'est bien de faire son examen de conscience, de l'écrire dans les livres d'histoire, mais détruire l'histoire au nom d'un anachronisme en quelque sorte, parce qu'il faut se replacer dans le contexte de l'époque. Pour autant, moi je crois à l'inverse que le patrimoine réconcilie les mémoires. Je donne un exemple, j'étais à la Martinique, on essaye de restaurer des forts militaires, la présence française, des maisons créoles, des esclaves, oui. Et puis les habitations des colons, de telle sorte que on essaye par tout un travail pédagogique à travers la restauration du patrimoine de dire que finalement, aujourd'hui, en 2024, on est tous libres et égaux en droit. On peut peut-être vivre ensemble. On peut peut-être vivre ensemble en restaurant les mémoires de tous. J'étais il y a quelques mois, à La Réunion pour inaugurer des temples tamouls qui ont été restaurés avec l'argent de la mission Berne. Ce que je trouve intéressant, c'est pourquoi il y a des temples tamouls là à La Réunion. Parce que quand on a aboli l'esclavage, il a fallu faire venir des Indiens qui travaillaient moins cher que voilà, mais qui n'étaient pas des esclaves. Et donc on leur a construit des temples. Mais l'accueil qu'on a reçu, c'était vraiment incroyable. Et donc je crois que on peut réussir quelque chose avec le patrimoine pour réconcilier. Vous savez, Stéphane Bern, c'est exactement en fait le parti est ça. Est-ce qu'on choisit le passé comme richesse ou le passé comme poison? Au contraire, c'est une richesse pour l'avenir. Peut-être que ce passé qui parfois nous empoisonne, peut-être que ce passé peut nous rapporter aujourd'hui des dividendes et nous permettre de construire l'avenir, à la fois sur le plan éducatif, mais aussi financièrement, parce que il est visité le patrimoine, surtout pour les journées européennes du patrimoine, 40e journée du patrimoine vivant, patrimoine sport et culture, parce que évidemment dans quelques mois nous aurons les Jeux Olympiques de Paris 2024. Et oui, et ça aura lieu dans 2 semaines à partir du 15 septembre de mémoire. Stéphane Bern, on va se retrouver dans un instant sur Sud Radio. Nous allons parler de la Cité internationale de la langue française qui est située au cœur du château de Villers-Cotterêts. Quelle est l'ambition de ce nouveau lieu culturel qui va ouvrir bientôt ses portes au public? Réponse dans un instant sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Il est venu le temps des cathédrales. Le monde est entré dans un nouveau millénaire. A voulu monter. Et oui, Notre-Dame de Paris qui a failli être blessée à mort le 15 avril 2019, André Berkoff. Heureusement, elle reprendra vie en 2024. Stéphane Bern, comment avez-vous réagi quand vous avez vu ce joyau en flammes? Comme tout le monde, j'étais en larmes. C'est le livre d'histoire de la France. C'est notre mémoire collective, c'est cette cathédrale. Vous savez, on pensait que nous n'étions que mortels et qu'elle serait éternelle. Et donc, au fond, c'est comme des parents qui voient partir un enfant avant eux. C'est pas dans l'ordre des choses. C'est vrai qu'elle avait survécu à tout, aux guerres, aux révolutions. Elle avait été le témoin de tout. Donc sa renaissance, je n'aime pas la reconstruction parce que il faut la restaurer à l'identique comme elle a été classée. C'est les règles, c'est la loi, c'est les accords de Venise de 1963 avec sa flèche qui avait été classée en 1862 par Viollet-le-Duc. Et donc
et qui lui donnait sa dimension tout à fait, son équilibre. Donc oui, je suis très heureux. J'espère j'espère être invité au moins en 2024 pour assister à ça. Au moins. Mais... Vous vous rappelez ce merveilleux titre d'un film d'Alain Resnais, Les statues meurent aussi. Magnifique. Stéphane Bern, parlons à présent de votre émission Le Monument préféré des Français qui revient sur France 3 donc le 13 septembre à 21h10. Vous présenterez cette émission depuis la Cité internationale de la langue française qui est située au sein du château de Villers-Cotterêts. Ce joyau de la Renaissance, en quelques mots, quelle est son histoire ? Son histoire est extraordinaire. C'est l'un des seuls châteaux de François Ier qui n'ait pas été restauré, qui était même dans un état de déréliction et d'abandon scandaleux. Je l'avais d'ailleurs dénoncé en 2017 dans une émission de Secret d'Histoire. Je crois que Emmanuel Macron avait entendu cet appel et il a décidé d'en faire son chantier présidentiel. Et donc, plutôt que de dépenser l'argent de l'État à se faire une sorte de folie mégalomaniaque, il a dit je vais restaurer un monument. Je trouve qu'un jeune président s'honore à défendre un vieux monument, alors que d'autres plus âgés de présidents ont créé quelque chose de alors toute que pièce. Des vieux présidents s'honorent à faire n'importe quoi. Des pyramides modernes. J'aime beaucoup la pyramide du Louvre. Ce sera le premier lieu culturel entièrement dédié à la langue française. Exactement, parce que c'est pourquoi ? Parce que 1539, les édits de Villers-Cotterêts instituent le français comme langue officielle dans les textes juridiques à la place du latin et du patois pour que on ait une langue en commun. Et cette langue en commun est celle de 321 millions de personnes dans la francophonie, donc ça devient la Cité internationale de la langue française. J'ai eu la chance de présenter l'émission le monument préféré des Français 2023 en direct depuis cet endroit. Je vous assure que c'est fabuleux. La restauration est magnifique. C'est le Centre des Monuments Nationaux qui gère ça. Il faut vraiment aller voir les travaux de restauration. Nous irons voir Villers-Cotterêts, ça c'est clair. Voilà. Et oui, portes ouvertes au sein de cette cité prévue du 21 au 29 octobre et Emmanuel Macron va l'inaugurer le 19 octobre prochain. André Berkoff, Stéphane Bern, merci d'être venu sur Sud Radio. Je rappelle que La Reine qui aimait la France, votre livre qui raconte cette royale love story entre Elisabeth II et notre pays, est paru donc chez Plomb. Tout de suite sur Sud Radio, vous retrouvez Brigitte Lahaie.